Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je me présente, Emmanuelle Fournier-Chouinard, psychologue, intervenante et enseignante en médiation animale, zoothérapie et fondatrice du Centre Humanimal, mon entreprise, ici à Saint-Honoré de Chicoutimi, au Saguenay, au Québec, Canada. Alors, bienvenue. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que j'avais envie de partager avec vous une très, très belle initiative de collègues, des collègues de Animals and Society Institute, donc l'Institut des animaux et de la société. Alors, cet institut, et je vais tout de suite faire avec vous un partage d'écran histoire que l'on sache de quoi on parle. Donc, cet institut a décidé dès 2018 de démarrer un projet pour définir le vaste champ des études humain-animal, donc Human Animals Studies, et ils inaugurent cette série de petites capsules avec celle de Dr. Ken Shapiro, qui vise à nommer un peu le champ, essayer de démêler les concepts là, associés au champ. C'est le projet de manière générale, mais là, dans cette première capsule, on essaie de juste sortir quel est le nom de ce champ émergent. Pour ceux et celles qui me connaissent, que vous ayez été mes étudiants, vous m'ayez côtoyé ou vous ayez peut-être été des patients, vous savez probablement, vous aurez remarqué que j'ai un amour pour la connaissance, pour les mots, pour les concepts qui, lorsqu'il y en a un nouveau qui se présente, nous permettent d'ouvrir les portes de notre réflexivité et d'aller un peu plus loin dans la compréhension des phénomènes qui, moi, me passionnent, ceux qui sous-tendent les interactions entre animaux, humains et non humains. Encore faut-il avoir un vocabulaire pour pouvoir échanger là-dessus. Et c'est pas rare en classe que les étudiants vont me dire « Ah, c'est ça, c'est justement ça que je sentais dans la relation avec mon propre animal ou que j'intuitionnais par rapport au rôle soutenant de l'animal en contexte d'intervention. » Mais j'avais pas les mots pour le dire. Alors moi, j'avais le goût de mettre aussi ma petite contribution à ce très, très beau projet de Animals Society Institute qui permet de nous offrir des mots, des concepts pour mieux penser les relations entre animaux humains et non humains. Alors, je me permets de faire un petit résumé à partir de ce que j'ai compris de la capsule de Dr. Shapiro. Si vous parlez l'anglais en fait lecture, je vous invite évidemment à aller chercher l'original et en faire l'écoute parce que je n'aurai pas la capacité évidemment de traduire comme le fait le véritable auteur de la capsule. Donc, c'est sans prétention que je vous propose ceci et peut-être que parfois ça sera saupoudré de quelques-unes de mes réflexions personnelles et je l'identifierai à ce moment-là. Donc, allons-y avec comment nommer ce champ de recherche émergent. Dr. Shapiro est fondateur, lui, de Animals and Society Institute, entre autres, et je vous laisse lire sa très, très belle biographie. Donc, pour Dr. Shapiro, le nom qui émerge et qui est retenu pour l'heure est celui de Human Animal Studies, donc les études humain-animales. Or, on va découvrir grâce à lui que il y a quand même certains soucis avec cette appellation. Je me permets une petite parenthèse, c'est ce qui nous arrive avec, par exemple, le vocable zoothérapie. On s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'autres mots qui peuvent être employés, qui peut-être répondraient mieux pour les uns ou les autres à certains critères. Par exemple, personnellement, je préfère le vocable de médiation animale, l'expression médiation animale, plutôt que zoothérapie pour x, y raison. Mais restons centrés pour l'heure sur les études humain-animales et les forces et les défis liés à cette appellation. On va commencer en se disant qu'il existe plusieurs autres appellations. Anthrozoos pour anthropologie, zoologie mise ensemble. Donc ça, c'est une appellation. Animalia, on verra même dans d'autres capsules, Animalia. On verra les petites différences. Il y a le vocable humanimalia
pour la petite histoire, autour de 2008-2009, je crois, pour ma part, je m'amusais, comme vous le savez, avec les mots. Et vous savez que le centre ici, ça s'appelle le Centre humain-animal, humanimal. Pour moi, Humanimalia, c'était la passion associé aux relations entre les animaux humains et non humains. Donc, le LIA nous invite souvent à cette idée-là d'attachement, d'affiliation. Donc, la passion des relations humain-animal, c'était ma petite définition. Ceci dit, j'apprends que ce mot, parce qu'on n'invente pas grand-chose au fond, j'apprends que ce mot, humanimalia, est aussi utilisé pour parler des études sur les relations entre animaux humains et non humains. On a aussi Critical Animal Studies. Et là, j'ai un petit souci à le traduire. Les études liées aux animaux en lien avec une posture critique. Donc, si vous êtes plus aguerri, parce que je me targue pas d'être bilingue du tout, mais je me débrouille quand même. Donc, n'hésitez pas à me clavarder, s'il vous plaît, votre traduction de Critical Animal Studies. Il y a aussi le vocable étude animale, tout simplement. Il y a étude des animaux et de la société. Et il y a l'étude, pas pardon, l'étude, mais Human Animal Interaction, donc les interactions humain-animal. Et là, Dr. Shapiro nous informe du pourquoi de l'avènement de ces multiples appellations pour ce champ émergent. Et il nous informe aussi des limites, mais aussi des forces liées à cette appellation de Human Animal Studies, les études humain-animal. Le fait qu'il y ait plusieurs noms ne va pas sans risque. Parmi les risques, il y aurait celui, de fractionner, de morceler le champ d'études, un champ qui, dès son origine, a émergé à partir des études disciplinaires d'au moins une vingtaine de disciplines. Donc, dans son essence, ce champ, il est multidisciplinaire. Alors, on a, par exemple, il y avait des études qui se faisaient en psychologie, il y avait des études qui se faisaient en littérature, en histoire, des études en biologie, en médecine vétérinaire. Donc, le champ émerge d'une vingtaine de disciplines à la base. Et là, il y a des risques de fractionnement. Il pourrait y avoir aussi un risque en adoptant une appellation et en bannissant les autres, ce pourrait être qu'un autre champ, selon Dr. Shapiro, puisse venir cannibaliser un peu ce champ émergent multidisciplinaire, voire il pourrait y avoir un phénomène d'assimilation si une discipline reprenait le vocable comme tel et s'appropriait un peu la recherche. Donc, le grand défi peut être la perte du caractère multidisciplinaire qui est inhérent et qui permet aussi le sain développement de ce champ de pratique des études humain-animales. Regardons maintenant un peu par-delà les guerres de clochers potentielles, les tiraillages de couvertes, il peut y avoir quand même un certains consensus autour de la définition, certains consensus autour du scope of practice, donc ce que la pratique va couvrir. Ce champ-là, il s'est développé quand même assez rapidement ces 15-20 dernières années. Pourquoi? Selon Dr. Shapiro, ça s'est développé entre autres parce que les gens qui sont dans ce champ de recherche sont souvent très dédiés, très engagés. Et il semble expliquer ce phénomène-là en disant que dès son début, dès l'émergence du champ de recherche, le champ, il a été intimement associé à l'idée, moi j'ajouterais un peu militante, de l'amélioration du traitement que l'on réserve aux animaux non humains. Donc, dans son histoire même, ce champ-là, il est teinté d'un certain engagement par rapport à d'autres champs disciplinaires qui vont être, par exemple, plus dans une velléité, une visée
d'objectivité absolue. Donc, dans ce champ-là, les gens qui sont là-dedans d'habitude, ce sont des gens qui sont aussi engagés dans la relation aux animaux non humains et ça fait cette couleur à ce champ. À ce jour, il y a un nom. Il y aura peut-être selon, il y a un nom, il y en a plusieurs en fait, mais pour Dr. Shapiro, peut-être qu'un jour, le champ, on sera rendu à ce qu'on ait un consensus autour d'un seul nom. En même temps, il pourrait y avoir une perte de richesse associée à tout cela. Maintenant, si on regarde la dimension un peu critique associée au fait d'utiliser, par exemple, Human Animal Study, il y a certains éléments qui sont problématiques dans l'usage de ce vocable-là. La dimension de catégorie, il y a comme un heurt logique au niveau des catégories dans le sens où human, animal, en 2019, on sait très bien que les humains sont aussi des animaux. Fait que c'est comme si on parlait, Dr. Shapiro fait l'analogie entre, c'est comme si on parlait des études sur les légumes et les tomates, parce que c'est pour ça que moi, quand je parle, j'ai tendance à dire animaux, humains et non humains. Pourquoi on fait cette distinction-là d'un côté? Et ça, c'est la critique des gens qui vont utiliser, par exemple, Animal Studies ou Animalia comme vocable. Ces gens-là vont critiquer les gens qui utilisent anthrozoos pour anthro, humain et zoos pour animaux ou human, humain, animal, les études humain-animal, parce que ça renforce cette erreur catégorielle-là. Elle nous vient d'où cette erreur catégorielle? Elle nous vient de notre historique au niveau philosophique, au niveau religieux, de nous occidentaux, qui avons fait cette rupture entre l'humain comme à part du reste du monde naturel et il y a eu longtemps cette distinction, comme si un peu l'humain n'était pas un animal. Après ça, on s'est adouci, pas un animal comme les autres. Donc, il y a cette vieille façon de voir qui est en cortège par rapport à des appellations comme humain-animal, des dichotomies comme celle-là, alors qu'on devrait parler d'animaux humains et non humains. En même temps, Dr. Shapiro, il voit aussi un fondement psychologique à ce phénomène-là, c'est-à-dire que notre propre désir de nous distinguer comme espèce. Et là, bon, au pire, ça fait qu'on se croit en marge de la nature et puis on se met dans une posture de domination du reste du monde naturel. C'est ce que j'ajouterais comme petit commentaire. Mais en même temps, il est quand même assez, ça c'est moi qui ramène ces éléments-là, il est quand même assez humain quand on a une certaine agentivité, quand on est le sujet de notre propre expérience. C'est assez naturel de vouloir dire groupe et individu. Il y a moi, et il y a la groupalité. Donc, je peux appartenir à un groupe, mais en même temps, je me distingue comme une personne. En même temps, cette agentivité-là, le fait d'être un sujet de sa propre expérience, n'est pas le propre de l'être humain, de l'animal humain que nous sommes. Donc, cette agentivité, on peut penser que si il y avait, je ne sais pas moi, des cochons qui poursuivaient des études sur les relations entre eux et le reste du monde animal, ben peut-être qu'ils diraient Pig and Animals Studies, qui sait. Là, donc, il y en a les tenants de cette posture critique par rapport à Human Animal Studies. Eux se disent, à ce moment-là, allons avec Animals Studies, tout court, l'étude des animaux. Mais à la base, ce terme-là, cette terminologie, elle est déjà prise par la biologie, la discipline de la biologie, la discipline de la psychologie. Et d'habitude, ce champ-là des Animal Studies, il réfère aux recherches en laboratoire sur les animaux. Or, justement, un peu ironiquement selon Dr. Shapiro, ce champ-là émergent des Human Animal Studies, il arrive un peu en réponse par rapport à ce qui se passait dans la recherche sur les animaux en laboratoire, tout ça. Et il arrive dans une réponse correctrice par rapport à certains dérapages qu'on peut penser au niveau
dérapage ou en tout cas manque de sensibilité. Et c'est là que la dimension engagée de ce nouveau champ de recherche des études humaines-animales apparaît, transparaît. Donc, on ne peut pas aller juste avec Animal Studies de peur de se confondre avec biologie, philosophie, psychologie, et puis d'être justement en porte-à-faux par rapport à notre mouvement d'origine qui a donné naissance à ce nouveau champ émergent multidisciplinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, Dr. Shapiro? Il nous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce champ-là, il émerge à partir d'une vingtaine de champs différents, de champs disciplinaires différents. Et là, ce qui est tout un défi, c'est justement que chacune de ces disciplines-là, les chercheurs qui travaillent dans chacune des disciplines vont évidemment, pour traduire leurs résultats de recherche, utiliser le langage propre à leur champ disciplinaire. Et il donne en exemple, par exemple, Human-Animal Relations, donc les relations humain-animal. Si on est dans le champ disciplinaire de la psychologie, les gens en psychologie ont changé pour Human-Animal Interaction. Donc, on parle plus de relation humain-animal, mais d'interaction humain-animal, parce qu'en psychologie, il y a un souci d'objectiver et la relation, elle n'est pas facilement observable, alors que les interactions, ça se décrit plus facilement, ça s'observe plus facilement. Donc, au niveau de la recherche, c'est un terme qu'on appellera plus opérationnalisé, contrairement à relation, qui est plus difficile à employer. Donc, vous voyez comment, en fonction des champs disciplinaires où les chercheurs œuvrent, ils n'ont pas le choix aussi d'utiliser le langage associé à la discipline. Et là, une chatte pourrait en perdre son petit, d'où l'intérêt, ses petits, d'où l'intérêt d'une initiative comme celle de Animals and Society Institute sur le fait de définir cette série-là qui nous permet de définir différents concepts. Un autre élément inhérent au choix du nom, il y a l'idée dans l'émergence du champ. Depuis toujours, ce champ-là, il est en partie du moins une réponse à ce qui se vivait au niveau des conditions de vie des animaux non humains et toutes les dérives associées. Donc, ce champ-là, il est toujours pas loin dans ses racines du Animal Rights Social Justice Movement, donc le mouvement pour une justice sociale et le droit des animaux. Donc, vous voyez qu'il y a un caractère engagé à ce champ de recherche, davantage que d'autres champs de recherche qui sont non engagés. Et là, cette dimension éthique dans la relation à l'animal, et si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point moi, ça vient me chercher et c'est très, très, très important pour moi dans mes enseignements, dans ma pratique, tout ça, et dans mes valeurs, eh bien, cette dimension-là éthique, dépendamment de quel champ disciplinaire on est, ça va être plus facile ou moins facile d'adhérer à cette couleur-là qu'a le champ des études humain-animal. Par exemple, Dr. Shapiro nous dira que les sciences naturelles ont plus de difficultés avec ce biais éthique animale. Alors que si on va du côté des humanités, les sciences humaines et autres humanités, philo et compagnie, on a plus de facilité à embrasser cet aspect-là du champ. Donc, on voit qu'il y a une posture critique inhérente au champ des études humain-animales. Et ça, pour ma part, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on en a bien besoin. Pour ma part, j'aime aussi à pousser des mots comme consentement. On est dans une logique, un ère où le consentement, il se doit d'être interespèce, il se doit d'être pour le partenaire animal comme pour les participants humains. Animaux humains et non humains doivent consentir. J'aime à pousser des mots comme humanimal, humanimalia, humanimalité. Donc, si vous me connaissez, vous savez que c'est là depuis un bon bout pour moi. Je crois aussi qu'il est intéressant de
faire attention à notre langage, à la façon dont on dit les choses, au vocabulaire. C'est pour ça que j'ai poussé depuis très longtemps déjà l'idée d'un animal partenaire et non d'un outil au service de l'homme. Donc, c'est un partenaire animal que l'on sollicite et non un outil que l'on utilise, donc à faire attention. J'aime à rappeler, à tout bout de champ d'ailleurs, qu'on parle d'animaux humains et non humains. Je parle du primate humain que nous sommes et je parle aussi, j'aime à pousser cette notion d'agentivité de l'autre, d'une autre espèce. Alors, si je suis une personne humaine, Uma est une personne canine, Mademoiselle Cabriole est une personne caprine, Carl Gustav Oink, une personne porcine, etc. Alors, je crois vraiment que c'est à travers l'usage du juste mot qui nous permet de réfléchir à ce que ça implique tout ça, qu'il y a des transformations à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui peuvent opérer pour un véritable mieux vivre ensemble. Et je souhaite que pouvoir contribuer à travers ces espèces de, je pense pas pouvoir dire de traduction, mais en tout cas de résumé succinct de capsules fort enrichissantes. Je souhaite pouvoir ajouter mon petit coup de patte à ce grand édifice des études entre, moi je vais vous dire, animaux, humains et non humains. C'est bon? On en reste là-dessus pour aujourd'hui. Je retire ceci et si vous êtes à l'affût, probablement, vous trouverez éventuellement d'autres petites capsules comme celle-là, histoire de réfléchir ensemble. N'hésitez pas à rebondir et me donner de la rétroaction. C'est comme ça qu'on peut s'enrichir les uns les autres. Bye bye tout le monde. Humanimalement. Au revoir.